Avant peut-être d'aborder le sujet tel qu'il a été inscrit et présenté, je voudrais simplement vous redessiner un petit portrait de celui qui, modestement, se trouve devant vous ce soir. En vous demandant votre indulgence, parce que j'étais à 6h30, à 6h10 ce matin sur Europe 1, donc à Paris, puis à France Info, et j'ai rejoint la capitale de la Lorraine, historique, Verdun, et je repartirai demain matin pour d'autres activités. Donc voilà, moi j'étais maire de Trieux, une petite commune à côté de Briey, aujourd'hui 2500 habitants, on avait 1863 lorsque j'ai été élu, en 1983. Enfin, j'étais d'abord adjoint au maire et je suis devenu maire en 1987. J'y suis resté 27 ans jusqu'à 2014, maire de cette commune, et la loi sur le cumul, enfin plutôt mon entrée au gouvernement, pardon, faisait que la règle, même si ce n'est pas obligatoire, la règle quand on rentre au gouvernement, c'est d'abandonner ces mandats exécutifs locaux. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucun mandat, donc je parle en toute liberté, en toute simplicité, et généralement sans réserve. Philippe l'a un peu dit, j'ai été conseiller régional, d'abord d'opposition au président du Centre mondial de la paix, Gérard Longuet, puis ensuite l'un des vice-présidents de Jean-Pierre Masseret, en charge de l'aménagement du territoire et du développement local. D'abord, jusqu'en 2007, où je suis devenu député, j'avais failli abandonner d'ailleurs mon mandat de conseiller régional. Si vous vous intéressez au livre que j'ai écrit, vous comprendrez pourquoi j'ai finalement conservé un tout petit peu ce mandat en étant chargé des fonds européens à l'époque, jusqu'au renouvellement suivant où je ne me suis pas représenté. J'ai estimé que, étant parlementaire, c'était déjà un plein temps. J'ai été vite membre de la commission des finances où j'ai rencontré Jean-Louis Dumont, ici présent. Non pas au début, en 2007, parce que la commission des finances était réservée aux notables, aux anciens, à ceux qui avaient des barrettes. J'étais, comme beaucoup de députés débutants, membre de la commission des affaires sociales, mais il y a eu une refonte des commissions au milieu à peu près du mandat législatif, qui ont fait qu'il y a eu quelques places qui sont libérées, et j'ai intégré la commission des finances pour devenir en 2012 rapporteur général de la commission des finances, qui est un rôle assez important, je vais le dire, encore toujours avec humilité, mais c'est un peu celui qui fait l'interface entre le gouvernement, puisqu'en général le rapporteur général de la commission est de la même couleur que le gouvernement, donc c'est celui qui fait un peu l'interface entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, notamment la commission des finances. Et donc ça a été un gros travail que j'ai fait 2 ans pour ensuite en 2014 devenir secrétaire d'État, effectivement, au budget et au compte public. Vous allez comprendre peut-être dans la petite présentation que je vais faire pourquoi ce mot et compte public est important. On parle souvent des déficits, on parle souvent du déficit de l'État, mais on oublie très souvent que les comptes publics, ça n'est pas que le budget de l'État, c'est d'ailleurs quasiment le 2 ou le 3e quasiment ex aequo budget de la nation, budget public de la nation. Le premier budget en termes de dépenses publiques est celui de la sphère sociale, avec la sécurité sociale et un certain nombre de ses satellites, l'UNEDIC par exemple, qui est considéré comme de la dépense publique. C'est quasiment la moitié de la dépense publique en France, c'est de la dépense sociale. Viennent ensuite quasiment égalité les collectivités territoriales et l'État. Alors, le titre du propos, qui va être un propos introductif, et je m'efforcerai de répondre à vos questions, et si jamais j'étais rasoir, ou s'il y avait des choses qui vous paraissaient obscures, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est contraintes et dynamique des réformes budgétaires et fiscales. Ça a été un cours, ou en tout cas un travail que j'ai fait avec les étudiants de Sciences Po, là, durant le second semestre qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Pourquoi contraintes et dynamiques? Je vais peut-être sûrement plus parler des contraintes que des dynamiques des réformes fiscales et budgétaires. Parce que contrairement aux idées reçues, le législateur ou et le gouvernement
ne font pas ce qu'ils veulent. On a toujours tendance à penser, il n'y a qu'à Faucon, il suffit devant un événement qui nous choque, souvent légitimement, on parlera peut-être d'optimisation de fraude fiscale, qui légitimement interpelle tous les citoyens et tous les élus, la possibilité de faire ou de défaire un certain nombre de choses rencontre beaucoup d'obstacles. C'est probablement l'un des plus gros enseignements que j'ai tirés de mon expérience et législative et gouvernementale. C'est pas toujours un manque de volonté, ça peut arriver, il y a un manque de volonté, du pouvoir en place. On ne peut pas non plus dire que tous les gouvernements ont toujours la volonté de tout faire, y compris même de tout faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Hein. Il peut arriver que des réalités, que des contraintes économiques, budgétaires, ou que le paysage change, parce qu'on est dans un monde qui change. Il peut arriver que le gouvernement renonce parfois volontairement à un certain nombre d'engagements qu'il avait pu prendre. Mais je veux surtout parler des contraintes qui s'imposent à nous. Elles sont de plusieurs ordres. Sans hiérarchiser, j'essaierai de m'appuyer sur quelques exemples. On a bien évidemment des contraintes budgétaires. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Les contraintes budgétaires. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais la France a pris des engagements dans une Union européenne qui a posé un certain nombre de jalons. On peut dire qu'on est pour, qu'on est contre les 3%, mais les engagements, l'engagement d'avoir un déficit public inférieur à 3%, mais il n'empêche que cet engagement a été pris au nom de la France, parfois par des prédécesseurs, parfois confirmé par les majorités qui se sont succédées. Cet engagement existe. Certains pensent que c'est idiot, que c'est pas bien, d'autres pensent que c'est même insuffisant en termes d'objectifs, mais n'empêche que ça existe. Et les contraintes budgétaires, on pourra le voir sur quelques exemples, elles existent. Quand je dis contraintes budgétaires, ce qui me fait penser, par exemple, encore une fois, je ne vais pas en parler toutes les 2 minutes, mais je parle de l'affaire de la demi-part des veuves, qui a quand même probablement contribué au fait que la majorité à laquelle j'ai appartenu ait été dégagée. La demi-part des veuves, lorsque nous étions quelques-uns, et j'en faisais partie à l'époque comme parlementaire, à dire il faut stopper la décision de nos prédécesseurs, parce que vous avez beau dire aux gens c'est la décision de vos prédécesseurs, eux ce qu'ils voient c'est ce qui arrive quand la feuille d'impôt arrive. Et ils ont raison. Mais à l'époque c'était 1 milliard. Et 1 milliard, je vous rappelle qu'en 2012, le déficit du pays était à 5,2%. Que les agences de notation ont guetté leurs avis tous les 15 jours. Ça fait 2 ou 3 ans que vous n'entendez plus parler des Standard & Poor's ou autres agences de notation. Mais en 2012, on s'interrogeait sur la solidité de l'euro. Et on disait, derrière la Grèce, il y a les pays du Sud et la France. C'est quand même un pays important de l'Union européenne. Et ce milliard, on ne l'avait pas. On avait des contraintes budgétaires. Et donc on n'est pas revenu sur cette disposition de la fameuse demi-part. On pourrait énumérer un certain nombre de choses que l'on n'a pas faites tout de suite ou que l'on a faites plus tard, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a quand même réalisées plus tard. Mais au fil du temps, quand les taux budgétaires, première contrainte, c'est décès. Ça, c'est une contrainte que connaît tout le monde. Dans les ménages, c'est pareil. Lorsque le budget ne satisfait pas, vous renoncez à un certain nombre de choses. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui parfois fait défaut. Il y a des contraintes, j'allais dire presque politiques. Et je veux parler d'un exemple que j'ai vécu, qui nous a probablement tous beaucoup marqué. Vous vous souvenez cet exemple de l'écotaxe. L'écotaxe avait été décidé à la quasi-unanimité du Parlement. Quelques abstentions, peut-être 1 ou 2 votes contre. Un Breton, je crois, Jean-Louis s'en souvient, Marc Le Fur, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut faire payer les utilisateurs des routes pour, comme le
train paye le rail, il n'y a pas de raison que les poids lourds notamment ne participent pas à l'entretien ou la construction du réseau routier. Et la contrainte politique, presque sociale, nous a heurtés. Alors, on pourrait dire, vous avez renoncé trop vite, trop tôt, mais enfin, il faut quand même se souvenir des très grosses manifestations qu'il y a eu, notamment en Bretagne, mais pas que, et nous avons été contraints de renoncer à cette disposition. Permet de faire le lien d'ailleurs avec un troisième type de contrainte sur lequel je vais m'appesantir probablement un peu plus. Parce que la contrainte politique, là aussi, elle n'échappe à personne. Faut-il écouter les manifestations, renoncer, insister, passer en force? C'est une question que tous les gouvernements ont affrontée. La troisième contrainte qui est probablement sous-estimée et pas suffisamment connue, je parle de la contrainte constitutionnelle. Le gouvernement, le Parlement, d'ailleurs c'est le Parlement qui a le dernier mot en matière de décision budgétaire et fiscale. Notre Constitution dit que c'est le Parlement qui vote l'assiette, le taux et les modes de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas le gouvernement qui décide de l'impôt. Alors souvent, il a une majorité au Parlement, mais pas toujours. Parfois, cette majorité est compliquée à trouver. Pas en ce moment. Mais on a connu des moments un peu plus tendus. Et cette contrainte constitutionnelle, elle est essentielle. Et là aussi, je voudrais donner quelques exemples. Commençons par le premier, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Vous vous souvenez du fameux CICE. Le CICE consistait à partir d'un rapport qui avait été fait par Louis Gallois, un homme de bon sens, dont beaucoup connaissent les qualités, qui avait fait un rapport en disant l'économie, particulièrement l'industrie française, n'est pas suffisamment compétitive. Aujourd'hui, nous sommes un monde ouvert, les échanges sont quasiment libres, notamment en Europe, et le coût de la main-d'œuvre fait que nos entreprises sont généralement un peu plombées, je vais utiliser un mot un peu vulgaire, par rapport à ses principaux concurrents. Je vous rappelle, le rapport Gallois est venu au milieu ou à la fin de l'année 2012. Et j'ai dit tout à l'heure la situation budgétaire du pays en 2012. Le déficit, beaucoup trop important. Et donc, le rapport Gallois dit qu'il faut absolument soulager la contrainte sur ce qu'on appelle la compétitivité coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le prix de la main-d'œuvre du travail. Généralement, tout le monde vous dit, quand c'est comme ça, il faut diminuer les cotisations sociales. Je préfère utiliser ce mot que le mot charge. Ce sont des cotisations sociales. Vous avez les cotisations des employeurs, vous avez les cotisations des salariés. Généralement, tous les gouvernements, d'une façon ou d'une autre, ont diminué les cotisations des employeurs. Ça vient d'un peu changer, mais on va essayer d'éviter d'être trop technique. Mais quand vous diminuez les cotisations sociales, vous diminuez les recettes. Immédiatement. Immédiatement. Et donc, quand vous avez un déficit bien supérieur à 3% et que vous êtes engagé à faire moins de 3%, vous dites ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher. Et il a été inventé par les uns et par les autres, peu importe, ce fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Pourquoi? Parce que, à la différence d'un allègement de cotisation, qui fait baisser immédiatement vos recettes, l'impôt est toujours payé avec un an de retard. En tout cas, jusqu'à présent. Ça va changer, le prélèvement à la source. Mais, en tout cas, pour les entreprises, l'impôt est toujours payé avec un an de retard. Et l'impôt, je ne sais pas s'il y a des comptables dans la salle, il est toujours rattaché à l'exercice courant. C'est-à-dire que même si vous le payez l'année d'après, dans la comptabilité qui donne le résultat d'une entreprise, monsieur le directeur de la Banque de France le sait bien, vous imputez l'impôt sur l'exercice auquel l'impôt, même payé l'année d'après, se rattache. Ce qui fait qu'un crédit d'impôt, c'est la même chose.
Et on a fait avec le CICE quelque chose qui était, j'ai envie de dire, formidable. C'est qu'on a donné de l'oxygène aux entreprises, mais ça ne nous a rien coûté la première année. Et les entreprises en ont bénéficié dès la première année. J'ai l'habitude de dire, de façon provocatrice, que c'était de la cavalerie légale. Alors, souvenez du débat, ça a été un très très gros débat. On nous a dit, vous donnez ça sans contrepartie. Ah, ben oui. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre des contreparties, à l'impôt, vous dites, je donne un crédit d'impôt que si l'entreprise embauche, comme si on disait, on ne paye de l'impôt que si on fait bouger les effectifs, ou si on ne les fait pas bouger, à la hausse ou à la baisse. L'impôt, il est dépendant du résultat du bénéfice de l'entreprise, il ne peut pas dépendre d'autre chose. Alors on nous avait dit, il faut dire, à condition qu'elles embauchent. Ah oui, une entreprise en difficulté alors, on ne lui donne rien, on la laisse mourir. On nous a dit, il faut qu'elle s'engage à augmenter les salaires, il faut qu'elle s'engage à faire de la formation, etc. Ce n'est constitutionnellement pas possible. Je suis désolé. Et on a eu ce débat à l'interne, y compris au sein du groupe socialiste, qui nous a empoisonné l'existence en disant, vous donnez quelque chose aux entreprises, vous ne demandez rien en échange. Par exemple, on nous a dit, bah oui, la Poste, elle va en bénéficier. Bah oui, la Poste, elle paye de l'impôt, donc elle a droit au crédit d'impôt. Et connaissant bien le directeur de la Poste, qui est à Lorrain d'ailleurs, Philippe Val, je peux vous dire que si la Poste n'avait pas eu le crédit d'impôt, déjà qu'elle ne va pas très très bien, vous voyez le courrier qui s'effondre, je ne sais pas dans quel état elle serait aujourd'hui. On nous a dit, oui, mais la grande distribution, elle a un crédit d'impôt. Ben oui. Parce que vous vouliez mettre, seules les entreprises soumises à la concurrence internationale bénéficient du crédit d'impôt. Un, je ne suis pas sûr, enfin je suis à peu près sûr que c'est inconstitutionnel. Deux, je ne voudrais pas être à la place du Conseil d'État qui doit dresser la liste des secteurs qui sont soumis à la concurrence internationale. Où ça commence, où ça s'arrête. Voilà un exemple de difficulté constitutionnelle qui était devant nous. Même si dans l'esprit, effectivement, nous aurions préféré dire et légiférer en disant, voilà, il y a certains secteurs donnent un crédit d'impôt, d'autres on ne le donne pas, mais la règle, l'égalité devant l'impôt entraîne ipso facto l'égalité devant le crédit d'impôt. Deuxième exemple de question constitutionnelle. Je peux vous faire une petite remarque. Mais je vous en prie. Vous avez dit que l'impôt des entreprises était lié aux bénéfices des entreprises. Or, tous ceux qui ont une entreprise savent très bien qu'on peut payer des impôts quand on fait du déficit. On paye par exemple la TVA même si on fait... Je vous parle de l'impôt sur les sociétés. Le crédit d'impôt s'adresse à l'impôt sur les sociétés. Bien sûr. Non mais, c'est pas l'entreprise qui paye la TVA. Pardon, puisqu'on veut jouer sur les mots, je ne parlais que de l'impôt sur les sociétés. Mais ceci dit, la TVA, monsieur, c'est le client qui le paye. Vous aviez dit entreprise. Oui, mais... Vous n'aviez pas dit société, vous aviez dit entreprise. Mais entreprise ou société, c'est l'acheteur qui paye la TVA et le vendeur qui déduit la TVA qu'il a pu payer auparavant, et l'entreprise ou la société paye la différence. Elle peut même toucher un crédit de TVA d'ailleurs, quand elle en paye plus, elle en a plus payé qu'elle n'en a encaissé. Donc ceci concernait l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'IS, comme on dit dans le jargon. Je voudrais aborder un deuxième exemple, tout aussi frappant. La lutte contre la fraude, un vaste sujet. Nous avions imaginé pénaliser, ou en tout cas impliquer, ceux qui vendent des montages d'optimisation fiscale à leurs clients, aux entreprises. Ceux qui vont voir les entreprises en leur disant si vous mettez une filiale ici, avec un écran comme ça, et que vous présentez les choses comme ça, vous verrez, vous payerez moins d'impôts, parfois même plus du tout. Or, certains de ces montages ont été considérés, tout ça complexe, comme frauduleux.
Et nous avons dit, il peut y avoir aussi des entreprises ou des entrepreneurs de bonne foi qui ont cru acheter un montage qu'on leur a présenté comme légal et qu'ensuite l'administration fiscale considère comme illégal. Et nous avons voté dans un bel élan de bonne foi un amendement qui disait, eh bien, les conseils aux entreprises qui vendent des produits qui seront reconnus comme abus de droit seront pénalisables sous forme d'amende, etc., etc. Bien, le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition. Il l'a retoqué au motif que le mot montage fiscal n'était pas suffisamment précis. Mettez-vous à la place, là aussi, du législateur. Comment rédiger? D'ailleurs, j'attends avec impatience. Le nouveau gouvernement a dit qu'il allait faire la même chose. Il a raison. Je suis curieux de voir comment il va rédiger la chose pour que ça passe les fourches codines du Conseil constitutionnel. Je pourrais multiplier les exemples. J'en donne un dernier qui m'a valu une mésaventure personnelle importante. Ce qu'on appelle le CBCR, c'est-à-dire, c'est ainsi qu'un acronyme anglais, on va dire le reporting public par, le reporting pays par pays des activités des entreprises. Tout ça part aussi d'un très très bon sentiment. Les grosses entreprises, ne parlons pas des petites, mais les grosses entreprises, il est toujours important de savoir dans quel pays ils réalisent leurs bénéfices, ils payent leurs impôts, ils touchent leurs subventions et connaître par exemple les effectifs qu'ils ont dans ces pays. Donc, nous avions souhaité obliger les entreprises à communiquer publiquement ces informations. Pourquoi ? Parce que quand vous apercevez qu'une multinationale elle a 3 salariés dans une île du Pacifique et qu'elle y déclare quelques centaines de millions de bénéfices, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Ou quand une entreprise fait un chiffre d'affaires énorme en France, mais ne réalise aucun bénéfice, alors que de façon consolidée, elle fait du bénéfice, là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avions voulu pousser cette disposition. Mais nous savions qu'il y avait des problèmes. Évidemment, l'opposition des entreprises, mais ça, ce n'était pas un souci. Mais même si les entreprises disaient, mais si vous obligez les entreprises françaises à faire ça, alors pourquoi pas les entreprises non concurrentes qui vont savoir comment on travaille, etc. Bon, secret des affaires, on sorti plein d'arguments, mais on est passé là-dessus. Le problème, c'est que nous avions obligé les entreprises à déclarer ces chiffres au fisc. C'était déjà un progrès gigantesque. Mais les parlementaires avaient souhaité que ces informations soient communiquées au grand public, de façon à ce que les organismes, les associations, je pense à Oxfam, je pense à d'autres associations, puissent les exploiter et à la limite dénoncer des pratiques choquantes. Eh bien, il y a eu 2 votes, finalement cette proposition a été repoussée, et au Parlement, je me suis appuyé sur le fait que, d'après moi, c'était inconstitutionnel. Alors ça m'a valu des insultes venues de partout. Et 6 mois plus tard, dans une autre loi, la loi Sapin 2, cet amendement a été adopté finalement par l'Assemblée. Eh bien, 15 jours après, le Conseil constitutionnel l'a retoqué au nom, là encore, de la concurrence entre les entreprises, etc. C'est-à-dire à confirmer l'analyse que j'en avais faite, sachant que ceci ne pourra prospérer, comme on dit, que si l'Union européenne prend une directive qui oblige toutes les entreprises européennes à le faire. Alors je pourrais multiplier les exemples. Les avatars devant le Conseil constitutionnel ont été nombreux. Je ne porte pas de jugement sur le Conseil constitutionnel. Je le fais dans mon livre. Je ne le ferai pas ici en public. Le Conseil constitutionnel, de toute façon, il est souverain, d'après la Constitution. Il est souverain, et je ne vois pas d'ailleurs quelle instance d'appel pourrait se substituer, en tout cas intervenir après un arrêt du Conseil constitutionnel. Donc il est d'usage pour les ministres en exercice, moi heureusement j'en suis plus, de ne pas commenter les arrêts du Conseil constitutionnel. Certains parlementaires le font parfois,
Mais un ministre en exercice, généralement, dit ben voilà, le Conseil a tranché, ça reste dans l'État. Je pourrais accumuler les exemples, mais on rentrerait dans des techniques qui sont assez complexes. Donc, contraintes, j'ai dit budgétaires, contraintes politiques, contraintes constitutionnelles, j'en rajoute une quatrième, je pense que vous la voyez venir, c'est la contrainte européenne. Il existe des directives, il existe des règles européennes, et ces règles, ces directives s'imposent à nous. C'est d'ailleurs un principe constitutionnel majeur que la France doit respecter les traités qu'elle a signés. Ce qui permet parfois d'ailleurs d'obtenir la validation d'un point que le Conseil constitutionnel aurait annulé au nom de règles purement françaises. Notamment le CBCR public, comme j'évoquais tout à l'heure. Mais les contraintes européennes. Là encore, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est trop peu. Le débat probablement aura lieu dans les mois qui viennent, puisqu'il me semble qu'il y a une échéance européenne dans 1 an, ou à peu près. Mais c'est quelque chose qui existe. Je voudrais vous donner, là encore, au moins un exemple. L'un des gouvernements de M. Sarkozy avait institué la taxation sur les dividendes des OPCVM. Les OPCVM, ce sont des produits de placement en valeur mobilière, en actions. Et il y avait une taxe. Tout ça partait d'une intention, je pense, assez louable, qui consiste à dire évitons que les entreprises ne distribuent trop de dividendes. Ou peut-être mieux parfois qu'elles gardent un peu de leurs bénéfices pour le réinvestir dans l'entreprise, soit pour investir, soit pour améliorer ses fonds propres. On dit que là, en France, les entreprises n'ont pas assez de fonds propres. Eh bien, le gouvernement de M. Sarkozy, spécialement connu comme étant d'extrême gauche, avait institué cette taxation sur les OPCVM. Je crois qu'il avait un autre souci d'ailleurs, c'est qu'il était confronté à une crise économique qui a entraîné une crise budgétaire et un déficit qui avoisinait les 150 milliards d'euros. Dépassait même les 150 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes entre 60 et 70. Plus que divisé par 2 le déficit du pays. Quand je dis rond, hein, c'est pas moi, c'est peut-être vous, par vos contributions aussi. Enfin voilà, la situation aujourd'hui est nettement meilleure et on parle aujourd'hui d'un déficit autour de 2,6% à la fin de 2017, inférieur au fameux 3%. Et donc cette taxe sur les OPCVM, comme bien d'autres dispositions d'ailleurs, était contestée devant ce qu'on appelle la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Cour de justice de l'Union européenne, qui se trouve à Luxembourg. Et la Cour de justice de l'Union européenne, tout le monde savait, commençait à sentir que cette taxe sur les OPCVM, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, serait annulée par la Cour de justice européenne. Ce qui, au passage, la Cour de justice l'a annulée non pas à un moment, à l'instant T, elle l'a annulée depuis sa création. Ce qui veut dire que nous étions tenus de rembourser à celles et ceux qui l'avaient payé à quelques 4 milliards d'euros. Bon. Et malheureusement, c'est tombé sur nous. Parce que c'est arrivé à la fin. Je ne critique pas, hein, j'ai dit que c'était une belle intention. L'intention était louable, mais pour des raisons très complexes, parce que les entreprises européennes qui n'étaient pas traitées comme les entreprises américaines, et même pas traitées comme les entreprises françaises, tout ça a fait que tout ça a été annulé. Nous avons dû rembourser un peu plus de 4 milliards. Bon. Ben, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation-là? Toujours en 2012. Vous avez un déficit colossal. Ben, vous dites qu'il faut en inventer une autre. Et c'est ce qu'on a fait. On a inventé la taxe sur les dividendes, là aussi, on a appelé la taxe à 3%, dont vous avez entendu parler il y a quelques mois, je pense, où Michel Sapin et votre serviteur se sont fait traiter de tous les noms, d'amateurs fiscaux, de tous les noms. Ben, d'abord, souvenir, hein, on avait 4,5 milliards à rembourser, et on avait la même volonté que de dire incitons les entreprises
c'est pas honteux de distribuer du dividende, mais enfin, incitons les entreprises à consacrer une part de leurs bénéfices à rester dans l'entreprise et au profit du développement de l'entreprise. Alors, je passe aussi les détails. Cette taxe avait été construite en fait en lien avec les entreprises, moi les grandes entreprises, parce que ça concernait les grandes entreprises. D'ailleurs, nous avions rencontré le MEDEF, nous avions rencontré la FEP. Pas croire non plus qu'on les rencontre jamais, qu'on leur impose des trucs sans qu'on en parle ensemble. Et c'est d'ailleurs eux qui avaient choisi, préféré ce système à un autre système que nous avions proposé. Bref. Et il est arrivé à la taxe sur les dividendes à 3%, la même chose qu'à la taxe sur les OPCVM. Que la Cour de justice de l'Union européenne l'a, une fois de plus, annulé. Et nous avons eu à rembourser, les 4 milliards c'était fait, hein, mais nous avons à rembourser, alors les chiffres sont contestés. Enfin, le Conseil constitutionnel a interprété l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de façon massive, et on parle d'une dizaine de milliards, mais sur plusieurs années avec aussi une participation des entreprises. Bref, mais pour vous dire que les contraintes européennes sont très fortes. Je donne un dernier exemple, et j'arrêterai ces exemples qui peuvent paraître techniques, mais je crois que ça vous parle. On en parlait tout à l'heure, monsieur, de la TVA. La TVA, c'est le premier impôt payé par les Français. La TVA en France rapporte autour de 150 milliards. La CSG autour de 90 milliards. Et l'impôt sur le revenu autour de 70 milliards. Les principaux impôts, principales recettes de l'État. Une kyrielle d'autres, mais ce sont les 3 gros impôts qui alimentent les caisses du Trésor. Et la TVA, vous ne faites pas ce que vous voulez sur la TVA. Savez-vous, par exemple, qu'on ne peut avoir que 3 taux de TVA différents? Des fois, on dit, pourquoi on ne mettrait pas tel produit à 10%, tel produit à 14%, tel produit à 18% et tel produit à 20%. On ne peut avoir que 3 taux de TVA, point barre. On pouvait aussi en avoir 0. Avant 1960, la France vivait. On était tous vivants. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que la France elle a besoin aussi de payer les écoles, de payer la santé, de payer les fonctions. Oui, mais monsieur, la TVA, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ceux qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui, ils naissent dans un monde où il y a de la TVA. Et que cette TVA représente la moitié des recettes de l'État. Donc si demain vous supprimez la, si demain vous supprimez la TVA, ça peut être un point de vue, vous vous retrouvez avec 150 milliards de moins dans les recettes de l'État. Ça peut être un choix, on peut les remplacer par autre chose, on peut arrêter de faire un certain nombre de dépenses, mais quand vous êtes gestionnaire d'un budget familial, d'un budget communal, d'un budget départemental ou du budget national, vous êtes devant un certain nombre de réalités. Je reviens sur la TVA. Vous avez 3 taux possibles, avec une petite exception historique sur les taux zéro. Notamment sur des taux hyper réduits sur les médicaments, par exemple. Eh bien, en plus, les règles communautaires, qu'on peut approuver, désapprouver, on peut faire ce qu'on veut, on a signé des traités, peut-être pas vous, peut-être pas moi, mais ils existent, ils ont engagé l'État. Quand un maire est élu, et si son prédécesseur s'est engagé sur des choses, il continue. Eh bien, les produits, vous ne faites pas ce que vous voulez sur les taux de TVA. On a eu de grands débats sur la presse en ligne, on a eu de grands débats sur l'eau potable, sur le bois de chauffage, sur les transports scolaires, sur les tarifs d'entrée dans les eaux. Il y a des règles communautaires qui vous contraignent. Alors, ce n'est pas complètement figé. Hein. En gros, la directive européenne dit le pays a le droit d'appliquer un taux réduit sur tel ou tel produit. Mais si vous n'êtes pas dans la liste sur lesquelles vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, appliquer un taux réduit, vous ne pouvez pas l'appliquer, sauf aller devant la Cour de justice de l'Union européenne et puis d'être condamné à rembourser.
Et c'est même pas... Alors c'est hyper compliqué parce que c'est l'acheteur que vous êtes obligé de rembourser. Ce qu'ils ne vous racontent pas, personne ne garde ces tickets de caisse. En tout cas sur les produits courants. Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est pas un aveu d'impuissance, parce que ça pourrait être interprété comme ça. C'est le fait que le législateur, quelle que soit sa volonté, est devant un certain nombre de contraintes. Peuvent être discutées. La directive TVA est en train, ça a commencé d'ailleurs, j'étais encore en fonction à Bercy, la directive TVA est en train d'être rediscutée au niveau européen. Peut-être que certains produits vont être autorisés à taux réduit alors qu'ils ne l'étaient pas aujourd'hui. La France a donné son point de vue sur un certain nombre de produits. Je me suis moi-même exprimé par courrier vis-à-vis de l'Union européenne pour dire quel était le point de vue de la France. Mes collègues aussi, bien entendu. Et donc, le message, si vous voulez, il faut le recevoir avec lucidité. C'est de dire, gérer un budget, gérer un pays, c'est être devant des contraintes. Ça ne veut pas dire abandonner toutes ses ambitions et ses volontés, mais ça veut dire qu'il faut en avoir conscience. Et donc, ce sera quasiment ma conclusion, puisque Philippe m'a invité à tenir une demi-heure, j'ai probablement déjà dépassé. Et donc, la leçon, modestement, encore une fois, que je me permets d'en tirer, c'est de dire que les femmes et les hommes politiques, et les concitoyens, même si j'ai conscience que les concitoyens, en tirant de leur journée de travail, n'ont pas forcément envie de se pencher sur des questions techniques comme celles que je viens d'évoquer, mais ne doivent pas promettre des choses que l'on sait intenables. Et il me semble que collectivement, et ça m'est arrivé, nous nous sommes parfois livrés à un certain nombre de promesses dont nous savions à peu près au fond de nous-mêmes que nous serions, vis-à-vis de l'une des contraintes que j'évoquais, j'en ai évoqué 4, que nous serions dans la capacité de tenir. Il me semble avoir écrit quelque part que échouer, quand on explique, les gens peuvent comprendre. On leur dit, voilà, tel événement qui s'est passé, il s'est produit telle ou telle chose, voilà, aujourd'hui l'analyse que nous faisons, nous avions pensé que nous pourrions faire ceci, eh bien, pour telle et telle raison, on ne peut pas le faire. Les gens peuvent comprendre. Mais quand vous êtes engagé sur des tribunes, sur des plateaux de télé, en montant sur des tréteaux, à faire mordicus telle ou telle chose, et que vous ne le faites pas, les gens ont un sentiment de trahison. Je pense que les gens peuvent comprendre l'échec, peuvent même le pardonner, mais ils ne comprennent pas et ne pardonnent pas la trahison. À vous de voir si nous avons quelque part échoué ou si nous avons quelque part trahi. Merci. Merci Monsieur le Ministre, merci cher Christian. Alors c'est vraiment une conférence débat, échange, donc je vous invite vraiment à poser vos questions. Je ne sais pas quel est le premier qui va se lancer, je sais que c'est toujours difficile. Ah, premier rang, parfait. Monsieur le ministre, Pierre-Louis, je suis président d'Attaque Meuse. Vous savez que dans notre recherche, nous sommes confrontés en ce moment à ce qu'on appelle l'évasion fiscale, et que cette évasion fiscale, comme nous le regardons de près, c'est une usine à gaz qui repose sur des décisions légales, mais qui font que sur 4 euros qui sont sortis, 3 restent dans le territoire et 1 peut disparaître à l'extérieur. Ce qui fait une somme énorme, puisque le mouvement Attaque au niveau de Paris a dénombré à peu près 60 milliards d'évasion, et le gouvernement, au mois de novembre dernier, faisait penser qu'on dépassait les 100 milliards. Que peut-on faire pour que cet argent qui a été produit sur le plan local puisse bénéficier aux hommes qui ont donné par leur travail, par leur savoir ou par leur ingéniosité d'entreprise, se développer plutôt que de disparaître, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une lointaine quelquefois où il y a 1 ou 2 employés, voire quelquefois pas du tout, mais où il y a un compte en banque qui est bien pourvu. Et ceci, ce n'est pas de la fraude,
c'est là que ça devient quand même assez difficile. Ce n'est pas de la fraude, c'est de l'évasion, et une évasion, que pouvons-nous faire pour que le mouvement entier et surtout la population de Santerre puisse bénéficier du fruit de son travail? Monsieur, vous soulevez là, et je connais votre organisation, vous soulevez là évidemment une question essentielle, parce que l'équité fiscale, la justice fiscale, l'égalité devant l'impôt, c'est quelque chose qui fait la République, qui fait la société. Personne ne comprend. J'ouvre une parenthèse. Il n'est pas du pouvoir d'un ministre, par exemple, de dire toi tu vas payer de l'impôt et toi tu ne vas pas en payer. Je vous ai parfois soufflé dans l'oreille, mais lisez ce que j'ai écrit sur l'UEFA et l'argent du football sur mon blog hier ou avant-hier, je crois. Mais bon, fermons cette parenthèse. Vous l'avez dit, la fraude fiscale, bon, on sait à peu près l'identifier. Le bon comportement fiscal, évidemment, on sait aussi l'identifier. Et il y a au milieu une zone grise qui, parfois, est considérée comme ce qu'on appelle en droit un peu l'abus de droit, et donc requalifié en fraude, ou est considérée comme légale, et à ce moment-là, on parle d'optimisation fiscale. Certains utilisent même l'expression optimisation agressive, utilisée par les grandes sociétés, le plus souvent les grandes, mais pas que. J'habite dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, juste à côté de la frontière luxembourgeoise. Il suffit de regarder les plaques d'immatriculation d'un certain nombre de dirigeants de sociétés, de sociétés implantées en France, pour avoir quelques éclairages. Et donc, un mot sur les chiffres. Vous avez parlé de 60 milliards. Moi, je me méfie de ces chiffres. Je sais qu'ils ont été notamment consignés dans un ouvrage des frères Poquet, je crois. Chiffre de 60 milliards. Ce qui, par définition, est caché, est difficile à quantifier. Mais bon, c'est beaucoup en tout cas. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit 60, mais c'est beaucoup. Puis, il faudrait aussi distinguer la fraude à la TVA, la fraude à l'impôt sur les sociétés, qui peut être différente. Revenons au fond. On a pris, durant les 5 dernières années, que je connais le moins mal, 75 décisions sur la fraude et l'optimisation fiscale. Je vais donner quelques exemples. On a pris une disposition qui paraissait complètement anodine, qui consiste à dire que les grandes sociétés sont obligées de nous donner leur comptabilité sous forme dématérialisée dans des formats accessibles à notre administration. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passait auparavant? Vous vous mettiez à contrôler, je vais dire au hasard, pas complètement, McDonald's. Vous aviez 2 camionnettes de papier, 2 camionnettes remplies de cartons de papier qui arrivaient, qui vous disaient voilà la comptabilité des 5 dernières années. Et vous aviez une escouade d'inspecteurs des impôts qui ouvrait les cartons et qui épluchait la comptabilité des 5 dernières années. J'exagère à peine. Aujourd'hui, comment ça se passe? Et c'est obligatoire. Ils viennent avec un disque dur, peut-être un peu plus gros que ce téléphone, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des tas de recherches avec des outils modernes. Ils appellent ça, pour un prof de maths, c'est connu, des algorithmes, par exemple. Ou un ancien prof de maths, c'est connu. Des algorithmes. Et vous arrivez, par recoupement, peut-être en utilisant aussi d'autres données qui existent sur les locations qu'a pu faire la société, sur les opérations bancaires, bien sûr, etc. Vous arrivez à repérer des anomalies. Ça paraît complètement anodin. Moi, quand j'étais député, si j'étais pas secrétaire d'État quand c'est arrivé, pourquoi on fait ça? Et le directeur du contrôle fiscal m'a expliqué, il m'a dit voilà pourquoi on fait ça. Ce qui pose d'ailleurs le problème, on nous dit toujours vous n'avez pas assez de monde au contrôle fiscal, vous avez supprimé des emplois, oui, sauf que le directeur, je vais arrêter d'en parler, mais je raconte le dialogue que j'ai eu avec ce type qui partait en retraite quand j'étais ministre.
Je lui dis, si vous mettez plus de monde, est-ce que ça marcherait mieux? Oh, il dit, comme tous les chefs de service, je ne vous dis pas non. Mais j'ai surtout besoin d'autres types de contrôleurs. Avant, j'avais besoin de types qui savaient trouver dans une liasse de papier le bug. Aujourd'hui, j'ai besoin d'informaticiens, de ceux qui manipulent les algorithmes, et ceux-là, je n'arrive pas à en trouver. Parce qu'ils vont ailleurs, ils vont à la concurrence, si j'ose dire, ils vont en face, où ils sont 10 fois plus payés que chez nous. Quand je dis 10 fois, peut-être même 20 ou 30 fois. Voilà une des questions. Mais ceci peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Je vous donne un deuxième exemple. Ce qu'on appelle les établissements stables. C'est à peu près ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va faire du chiffre d'affaires en France, je vous ai cité un nom tout à l'heure, une entreprise qui est à Afrique, hein, comment elle fait? Elle dit à tous ses magasins en France, vous versez 3% de votre chiffre d'affaires en Irlande. Alors on met une petite société écran entre les deux, peut-être des fois deux, on passe peut-être par un autre pays, mais ça finit comme ça. 3%. Le fils qui est venu a dit, mais monsieur Ronny, pourquoi est-ce que vous demandez 3%? En vertu de quoi? On n'a pas le droit. Si une filiale paye quelque chose à la société mère, il faut qu'il y ait une justification. Est-ce que c'est des intérêts, des dividendes? Est-ce que c'est en échange d'une prestation, etc. Alors il vous raconte que c'est pour la recherche, c'est pour l'utilisation du logo, c'est pour utiliser des brevets. Et l'administration fiscale, pour cette entreprise, normalement je n'ai pas le droit de le dire, mais quelques journaux en ont déjà parlé, cette entreprise a contesté, a été d'abord mise en redressement, et pas pour 1 million ou 2, hein. Ça se chiffre en centaines de millions. En disant, ce que vous faites là, c'est typiquement un abus de droit. Vous avez versé de l'argent sans contrepartie, ou avec des contreparties plus ou moins bidons. L'entreprise a contesté, et puis c'est là que ça commence. Ça va devant les tribunaux administratifs, puis ensuite la cour administrative d'appel, ça dure 10 ans, quand tout va bien. Vous n'êtes pas sûr de gagner, parce que les juges ne sont pas toujours des spécialistes des questions fiscales, c'est normal, hein. Ils n'ont pas toujours été formés à l'École nationale de la magistrature pour apprendre à détecter l'évasion fiscale. Voilà. Et on a eu de la chance avec McDonald's, peut-être que les chiffres que je vous donne soient un peu faux, on a eu de la chance avec cette société, c'est qu'un jour, au lieu de 3, c'est devenu 5. Alors, nous, on avait dit 3, c'est illégal. Puis d'un coup, ils passent à 5. Parce qu'évidemment, s'ils font verser de l'argent en Irlande, les entreprises françaises, les filiales françaises bénéficient 0, impôt 0. Tout le bénéfice est remonté en Irlande. Et en Irlande, l'impôt, c'est peut-être pas 0, mais c'est peut-être pas grand-chose. On a dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre 3 devienne 5? Et là, ils étaient un peu embêtés. Il ne s'était rien passé. Et je pense, les tribunaux en décideront. Je pense que là, on a une chance de gagner. Il ne s'est rien passé qui justifie le passage de 3 à 5. Déjà que le 3, à notre avis, c'était du flanc. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la solution? J'en donne une modestement. Ça ne résoudra pas tout, mais j'en donne un morceau. C'est que, par exemple, en Europe, il y a un taux minimal d'impôt sur les sociétés. Comme il y a des taux minimum de TVA sur certains produits, on pourrait mettre un taux minimum d'impôt sur les sociétés. Pas dire partout en Europe, ce serait l'idéal, mais on n'y arrivera jamais. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais dire l'impôt sur les sociétés est au moins de, peut-être dire 12, peut-être dire 15. Ça fait 3 ou 4 ans que l'Europe essaie de se mettre d'accord sur une directive pour fixer les bases imposables des sociétés. Aujourd'hui, ce n'est pas tant le problème du taux d'imposition sur les sociétés qui est le problème, c'est le problème des trous dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Les députés, en général, le savent. Il y a des trous, on déduit ça, dans certains pays on déduit autre chose, il y a des pays où les dividendes sont imposables, il y a des pays où les intérêts ne sont pas imposables, il y a des pays où les intérêts sont déductibles, il y a des pays où ils ne le sont pas, donc en tripatouillant un peu les choses, ben, vous y arrivez assez facilement pour passer votre temps à ça. Donc,
Par exemple, fixer un taux d'impôt sur les sociétés minimum. 2, évidemment, se mettre d'accord sur une base de calcul du bénéfice fiscal. 3, mais c'est difficile, on voit bien, la France essaie de pousser une solution sur ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Amazon, j'oublie Facebook, Apple, bref, les fameuses 4 ou 5 grandes multinationales du numérique. La France dit qu'il faut imposer sur le chiffre d'affaires, pays par pays. Pas facile, hein. D'autant plus qu'à mon avis, ça va être contesté, parce que si vous imposez sur le chiffre d'affaires, vous allez avoir une espèce de double imposition, parce que dans les pays où, où la société va faire du bénéfice, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je vois déjà les tribunaux se saisir, être saisis en tout cas du sujet. Mais ça peut être une piste, si vous voulez. On a essayé de caractériser ce qu'on appelle les établissements stables, c'est-à-dire, vous avez déjà pris Uber. Moi je confesse que ça m'est arrivé de prendre Uber. Pareil, des fois, c'est pratique comme je suis. Mes enfants prennent beaucoup Uber. Vous avez regardé sur votre carte bleue? Il y a des tas de débits qui sont faits dans des pays que vous n'arrivez même pas à reconnaître. Hein. Les pays de l'Est, par exemple, en Ukraine, vous avez des débits de votre carte bleue qui sont faits en Ukraine. Et pourtant, vous avez pris le taxi de la gare de l'Est à la rue de Rivoli. Donc, c'est effectivement difficile. Alors, le fait de dire c'est difficile ne dit pas qu'on ne peut pas y arriver. Donc, je pense que la solution peut-être, doit être au moins européenne, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de règles, au moins minimales. Je pense qu'il faut s'interdire les rulings, c'est-à-dire les impôts sur mesure. Vous avez des pays, des fois tout près d'ici, où les entreprises viennent et négocient leur taux d'imposition. Le Luxembourg l'a fait pendant longtemps. On a 3000 personnes qui travaillent chez Price, au Kirchberg, non, c'est à la Cloche d'Or, je crois. 3000 personnes, tous les gens qui sortent des écoles de commerce françaises, qui veulent aller travailler là, ils y vont. On négocie le taux d'imposition. Enfin, vous avez négocié votre taux d'imposition, vous ? Il n'y a pas de raison qu'une entreprise négocie son taux d'imposition. Je viens chez vous à condition que vous me fassiez telle et telle condition. Certains sont prêts à le faire, hein, en France. On l'a fait par le taux d'imposition, mais on exonérait d'une taxe professionnelle ou certaines entreprises. Pendant une durée limitée. Oui, puis après elle partait. Dans des règles européennes, je vois ce à quoi vous pensez. Daewoo, par exemple, que j'ai bien connu, M. Rouget a bien connu, ils vous diront qu'ils sont quand même restés 10 ans, ils ont fait quelque part employer un certain nombre de personnes. Bon, mais les exonérations sont pas là. Quand vous construisez une maison, les 2 premières années, vous ne payez pas de taxe foncière. Quand vous démarrez une entreprise, on peut considérer que dans certaines conditions, vous soyez exonéré de la taxe foncière ou de l'impôt, pas d'impôt sur le revenu, mais enfin, pas l'impôt sur les sociétés, mais enfin d'un certain nombre d'impôts locaux, entre guillemets, là, je cherche le nom, la contribution foncière des entreprises ou la CVAE. Donc, oui, il peut exister des incitations, mais elles sont encadrées. Puisque nous parlons de l'Europe, l'Europe encadre les exonérations ou les aides que l'on peut accorder aux entreprises, ce qu'on appelle la règle des minima. Des minimis, je n'ai jamais fait de latin. Mais voilà. Et négocier, je vais quand même vous raconter l'histoire du football, parce que j'aime bien raconter les choses. Ben oui, mais ça ne va pas me faire que des amis. Quand je suis arrivé à Bercy, en 2014, quelques jours ou quelques semaines après mon arrivée, mon cabinet m'amène une note, plein de notes, hein, quand on est ministre, il faut tout lire. Bon. Et cette note parlait à l'époque de l'Euro 2016. Et à la note étaient jointes 2 lettres qui avaient été signées par M. Wörth pour l'une d'entre elles et M. Barouin pour la seconde, qui en gros disaient à l'UEFA, les pauvres, c'est bien connu que l'UEFA est pauvre, bien, si vous venez en France organiser l'Euro 2016, les entreprises qui seront créées pour organiser l'Euro 2016 ne paieront pas d'impôt sur les sociétés.
Et mon cabinet me dit, monsieur le ministre, voilà, on a ces 2 lettres, l'UEFA nous demande, alors comment on fait, hein? Comment je peux faire? Ben, il dit, vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas le pouvoir de dire, ils ont beau être sympathiques, ils ont beau, effectivement, ramener des millions de spectateurs, générer de la TVA, remplir des hôtels, mais vous n'avez pas le droit, monsieur le ministre, de dire, celui-là, il ne paye pas d'impôts parce qu'il travaille pour le bien du pays, pour la croissance, pour le PIB, pour les spectateurs, etc. Vous êtes passible de la Cour de justice de la République le jour où ça se saura. Alors je dis, ben, comment on fait? Ben, il a le choix, vous pouvez ne rien faire. Et alors, ben, si vous ne faites rien, l'UEFA va attaquer l'État en disant, j'ai une lettre signée par 2 ministres, et l'État ne tient pas sa parole. On n'est pas sûr de gagner, on n'est pas sûr de perdre. Je ne sais pas ce que diront les tribunaux, éventuellement internationaux, in fine peut-être la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est une solution, mais on ne vous la recommande pas parce qu'on va être attaqué. Et en plus, je veux dire, indépendamment des 2 ministres qui avaient signé, il y a probablement d'autres personnes qui ont dû prendre le même type d'engagement. Jérôme Cahuzac et Bernard Cazeneuve avant moi avaient eux aussi refusé de donner une instruction que je répète, illégale. Alors je dis, ben, comment on peut faire? Ben, il y a une autre solution, c'est que vous allez devant le Parlement, et puis vous demandez à ce qu'on vote une disposition. Alors je dis, mais je ne peux pas aller au Parlement en disant l'UEFA. Il dit non, parce que là, la loi, elle doit être la même pour tout le monde. Jean-Louis, je le vois sourire, il s'en souvient peut-être. Et nous sommes venus devant le Parlement en disant, ben, toutes les compétitions à caractère international dans les 8 ans qui viennent, si elles ont suffisamment de pays, sportives, voilà, d'une certaine dimension, dans une liste établie par le Conseil d'État, fonctionneront dans des conditions d'exonération fiscale. Nous sommes allés devant le Parlement avec ça. Bon. Le Parlement a grogné, parce qu'il a dit, mais pourquoi pas les congrès scientifiques, pourquoi pas les congrès de mathématiciens, pourquoi pas les grands événements culturels on leur a dit, parce qu'on ne peut pas, on est là. Bon, moi j'aurais jamais signé la lettre là, si j'avais été secrétaire d'État à l'époque, mais les lettres elles existaient. Et donc c'est comme ça qu'on a exonéré d'impôts les sociétés qui ont fait l'Euro 2016. On a exonéré d'impôts les sociétés qui ont fait la Ryder Cup, je ne sais pas quoi, l'Euro de basket qui est passé aussi, je crois, et un truc de handball. Bon. Ça, c'est faire de l'impôt sur mesure. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays. Le différentiel a montré qu'on avait gagné ou pas? Alors, bonne question. Et des rapports ont été faits en disant est-ce qu'on y a gagné ou pas. Mais ça commence à être grave ce qu'on dit là. Oui, parce que, quand bien même on y aurait gagné, je ne sais pas. Les rapports ont été faits par le ministère des Sports, qui était ravi, qui a dit ouf, et qui nous a approuvé par A plus B qu'on avait gagné un fric monstre. Pardon de plaisanter, c'est avec des choses très sérieuses, mais j'ai été secrétaire d'État au budget, on m'a toujours dit, si tu baisses les impôts, tu verras, tu auras plus de recettes. Je suis prof de maths. Je sais bien que quand les impôts sont trop forts, l'activité baisse et les impôts finissent par baisser. Mais je sais aussi que si l'impôt est nul, on en parlait tout à l'heure, les recettes c'est zéro. Donc il faut trouver un point d'équilibre. C'est un théorème mathématique que j'ai connu dans ma jeunesse. Il existe un point où on est dans une situation plus ou moins optimale. On pourrait parler de la taxe à 75% sur les hauts revenus qui a vécu le temps 2 années. On pourrait parler de tas de choses. Prenons la TVA sur la restauration, qui a été baissée à un moment donné, qui est un peu remontée ces derniers temps, dont on entend parler ces jours-ci. Elle a baissé, le jour où elle a baissé, les études ont montré que c'est surtout les revenus des restaurateurs qui en ont profité. Pas que, mais surtout. Et sur l'Euro 2016, moi j'ai rencontré des professionnels, par exemple du secteur hôtelier, qui nous disaient que Airbnb y avait trouvé beaucoup son compte, au moins autant que les hôteliers restaurateurs. Bon, c'est encore une autre question. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est un peu égaré de la question, mais
c'est que l'impôt sur mesure, bon, c'est quelque chose, c'est une chose dans laquelle je suis défavorable. Voilà. Vous pourriez certainement ne pas être d'accord, mais quand il était question, il est encore parfois question de ne pas imposer les heures supplémentaires qui sont faites par les salariés, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Mais je suis personnellement pour des taux bas et une assiette large. Voilà. C'est-à-dire qu'on traite tous les revenus. On en est loin de l'assiette large. Oui, mais vous avez vu comment ça se passe quand vous voulez agrandir l'assiette. C'est pas facile. J'ai beaucoup parlé sur la question de monsieur, mais qui était une question importante. Dans le traité de Maastricht, il y avait ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il fallait faire que les prises de décision étaient faites au plus près par les États les plus compétents et au plus près du citoyen. J'ai l'impression. Je me demande s'il existe encore et est-ce que ça existe sur le plan fiscal. Je ne sais pas si on entend la même chose par le principe de subsidiarité, mais bon, je pense que les décisions doivent être prises. Pardon, j'hésite un peu, excusez-moi, mais la journée a été longue. Je veux dire, l'une des questions que je me pose au niveau de l'Europe, c'est faut-il ou pas renégocier les traités. Vous avez parlé du traité de Maastricht. Aujourd'hui, on a un vrai problème de feeling entre les Français et l'Europe, comme d'ailleurs entre les Italiens et l'Europe, entre la plupart des pays européens et l'Europe. Une espèce de divorce qui est en train de se faire. On met tout sur le dos de l'Europe, c'est toujours la faute à l'Europe, c'est toujours décidé d'euros, ça vient toujours de technocrates, ces gens-là ne sont pas élus. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait la différence entre un député européen et un commissaire européen? Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Enfin, je suis même sûr que tout le monde ne le sait pas. Ici, vous êtes intéressés, donc vous pouvez le savoir. Donc, je pense que le fonctionnement de nos institutions européennes doit être revu. Mais, dès que vous dites qu'il faut renégocier les traités, on vous accuse d'être anti-européen. Or, personnellement, et le parti auquel j'appartiens, qui est toujours le même, si ça vous intéresse, toujours le même, est un parti européen. Je suis favorable à l'Europe. Essentiellement, on est ici au Centre mondial de la paix, ça signifie quelque chose, et j'ai personnellement convaincu un certain nombre de personnes à l'époque de voter pour des traités avec cet argument de la paix. Je n'ai pas connu la guerre. Dieu merci, mais certains l'ont connu, et donc je suis fondamentalement européen. Mais puisque je réfléchis à ces questions sur l'Europe, je me dis, faut-il renégocier les traités? Il est aujourd'hui aberrant qu'il faille l'unanimité pour un certain nombre de décisions, notamment fiscales. On sait, on connaît on voit bien, les propositions aujourd'hui qui sont à l'étude ont déjà recueilli l'opposition de quelques pays qui en vivent, j'allais dire. Hein, et donc, moi, à ce stade de ma réflexion, je suis favorable à une renégociation des traités. Mais je vais en discuter avec l'ensemble de mes collègues, amis, pour d'abord qu'on soit d'accord sur le sujet, parce que beaucoup dire ça, c'est se présenter comme étant contre l'Europe. Je pense que ce n'est pas le cas. En tout cas, les règles de fonctionnement doivent être revues pour trouver plus de subsidiarité, évidemment, comme on l'a. Et une meilleure adhésion. Je crois que monsieur voulait. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de voir les choses au niveau européen. À notre époque, il faut plutôt s'inquiéter de ce qui se passe sur la planète. Quand, par exemple, pour parler de ces grands beignets d'adultes qui jouent au ballon et qui vont exhiber leur opulence dans des pays où les enfants meurent de faim sans jamais avoir pu jouer au ballon, il ne faut pas s'étonner si ensuite il y a des gens en colère qui viennent faire des attentats terroristes en France. Oh là 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 là. Non,
C'est pourtant une évidence, hein, mais si vous ne voyez pas Ah, ça, vous devriez le voir, parce qu'à la télé, on voit ce qui se passe sur le moment. Non mais vous pouvez avoir ce point de vue. Je suis d'accord sur la première partie de ce que vous avez dit. Oui, l'idéal c'est de traiter ces questions au niveau mondial, évidemment. Mais commençons par le niveau dans lequel normalement nous avons des discussions et des accords les plus probables, en tout cas qui paraissent les plus possibles, les plus proches d'atteindre leur objectif. C'est pour ça que j'évoque l'Europe. Mais vous avez raison. Si l'Europe se met d'accord, on a fait souvent l'habitude de dire aussi ce qu'on a fait, toujours collectivement, ce qu'on a fait de bien. Aujourd'hui, le secret bancaire n'existe quasiment plus. Hormis une ou deux exceptions, y compris dans le monde, le secret bancaire n'existe plus. Vous devriez vous informer. Non, non, mais Moi, j'ai un copain qui travaille dans une banque à Luxembourg. Oui, mais monsieur, le secret bancaire, un certain nombre d'affaires qui se sont produites, c'est pas un gros mot, l'affaire Cahuzac par exemple, ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. Ni avec la Suisse, ni avec Singapour. Avec les États-Unis, nous avons connaissance, et réciproquement, des listes des comptes de leurs avoirs tous les ans. Donc, il y a eu des progrès très importants. D'ailleurs, les banques suisses l'ont compris. Ils ont tous dit à leurs clients, écoutez, mettez-vous en règle, parce que de toute façon, c'est fini. Et y compris les luxembourgeois, pardon, j'ai aussi quelques amis qui travaillent dans les banques luxembourgeoises. Ma femme a travaillé à la Banque de France, avant de prendre sa retraite. Donc il y a prescription, je peux en parler. Le Luxembourg a tiré profit du secret bancaire pendant longtemps, avait des banques, pardon de le dire comme ça, très médiocres, qui ne produisaient pas beaucoup de rendement, mais elles n'attiraient pas les gens par la qualité de leur service, elles attiraient les gens uniquement à cause du secret bancaire. Alors, je signale Et les banques. Si vous voulez un compte secret au Luxembourg, pour faire l'expérience. Ben, écoutez, je connais Denis Robert, je connais beaucoup de monde et je sais comment ça se passe. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent parce que je suis pauvre. Oui, Mais il fallait que je paye 2%. mais il n'est pas interdit d'ouvrir un compte au Luxembourg. Oui, un compte secret. Mais c'est absolument pas interdit d'ouvrir un compte au Luxembourg. Vous envoie un courrier sur lequel votre nom ne figure pas. On vous propose, par exemple, de mettre le nom de la localité où vous habitez Oui, mais à la place de votre nom. Mais les bénéficiaires des comptes, doivent être transmis. Le fisc ne peut rien contre eux. Mais non, le fisc, il a connaissance des titulaires des comptes bancaires au Luxembourg. Non, c'est pas vrai. À partir du 1er janvier C'est pas vrai, moi, 2018. je un compte, ils ne le savent pas. Mais écoutez, je vais me renseigner, je vais prendre votre nom. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Moi, j'ai une question qui dépasse peut-être l'économie pour toucher un peu le politique, parce que les ministres font quand même un peu de politique de temps en temps. Vous n'êtes pas le seul, monsieur le ministre, à avoir publié un livre. Il y a un ancien président qui vient d'en publier un aussi. Et il y a un propos dans son livre qui m'a surpris. Il nous dit que tous les jours, sur son bureau, figurait le taux d'intérêt français, au jour le jour, pour que la France puisse se refinancer. Ah. Oui, alors c'est une marotte du président. Je ris parce que il nous est arrivé souvent d'avoir des discussions budgétaires avec le président. Michel Sapin et moi, généralement, et parfois le président seul ou avec quelques autres ministres avec des responsabilités importantes, je pense notamment au ministre des Affaires sociales, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est une grosse partie de la dépense publique. Et Michel Sapin, enfin, j'aime bien le raconter franchement. Moi, je suis arrivé à Bercy en 2014. Vous avez gentiment fait allusion à mon livre. Le livre devait s'intituler, au départ, le premier titre que j'avais choisi, c'était Un ovni à Bercy. C'était moi. C'était pas un autre. Hein. Pourquoi ? Parce que moi, je suis arrivé, je n'avais jamais été ministre. Je viens d'avaler la Fench. J'ai travaillé pendant mes vacances devant les hauts fourneaux de Flange. Ça va vous parler. Je suis prof de maths, je viens de province, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait... Bon, voilà, c'est pas du
sérail. Et donc, Michel Sapin a été pour moi un appui précieux, puisque, un, il avait été ministre il y a longtemps déjà, et il avait été dès 2012. Deux, c'était un proche du président, et il a, honnêtement, je n'étais que secrétaire d'État, c'était mon ministre de tutelle, mais il a été bienveillant avec moi, dans la mesure où il m'a appris un peu comment ça fonctionnait. Il m'a guidé aussi, en me disant de temps en temps, là, franchement, tu déconnes, on va peut-être faire autrement, etc. Et quand on allait voir le président, avec le projet de loi de finances, ou l'avant-projet de loi de finances, parce que tout ça se prépare, là, la loi de finances pour l'année prochaine, je ne dis pas qu'elle est faite, mais pas loin. Hein. Elle sera votée en décembre, mais aujourd'hui, les choses sont avancées. On a fait les prévisions de croissance, de machin, de... Et chaque fois, Michel Sapin me disait, le président, il va te demander quels sont les taux d'intérêt que vous avez prévus. Parce qu'il pense toujours qu'on les met trop élevés. Et évidemment, si on baisse la prévision des taux d'intérêt du pays, on va baisser la dépense de la charge de la dette, et donc réduire le déficit ou dégager un petit peu de marge pour faire autre chose. Et ça ne loupait jamais. À chaque fois, le président disait, mais Christian, vous avez mis combien comme taux d'intérêt? Et Michel Sapin rigolait. Moi, je disais, on a mis ça, monsieur le président. Oui, mais c'est trop, là, actuellement, c'est beaucoup moins. Oui, mais enfin, il vaut mieux être prudent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que derrière la question de Philippe Anche, il y a aussi la question, et qu'est-ce qui va se passer si les taux d'intérêt augmentent? Évidemment, c'est la question. Et ça va être simple. Si ça se passe, ça ne s'est pas franchement passé depuis quelques années, mais les arbres ne montent pas toujours jusqu'au ciel. Il y a peut-être un jour où ça va se passer, d'une façon ou d'une autre. La difficulté de la gestion de la dette dans notre pays, la plupart des gens l'ignorent. Aujourd'hui, contrairement à vous et moi, quand l'État emprunte, la plupart du temps, pas toujours, mais très souvent, il souscrit des prêts que l'on appelle in fine. C'est-à-dire qu'il ne rembourse pas le capital, il ne rembourse que les intérêts. Par exemple, vous empruntez 10 milliards sur 10 ans, à un taux de 1%, ben vous allez rembourser 100 millions tous les ans, et au bout de 10 ans, on va vous demander les 10 milliards. Le particulier, en général, il rembourse du capital et des intérêts, et son endettement diminue au fil de l'eau pour arriver jusqu'à zéro. Ce qui veut dire qu'en France, tant que nous ferons du déficit, notre dette ne peut qu'augmenter, puisque la plupart des emprunts sont remboursables à la fin. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, au bout de 10 ans, quand il y a un emprunt qui s'arrête, que le prêteur vient nous dire, monsieur, vous nous devez 10 milliards, ben, on lui dit, ben, attendez, ne bougez pas, vous allez voir un autre prêteur, il dit, prête-moi 10 milliards, et puis vous donnez 10 milliards à celui-là, etc. Mais si vous en manque 60, ce qui se passe tous les ans, en ce moment c'est 60, ça a été 150, ben, il faut que vous en trouviez 60 ou 70 de plus. C'est pas vrai pour tous les emprunts, notamment c'est moins vrai pour la sécurité sociale, qui, elle, rembourse une partie de ses dettes au fil de l'eau, hein, avec des emprunts qui s'amortissent, mais c'est quand même le cas de la plupart des emprunts. Et une autre donnée aussi qu'il faut avoir en tête, c'est un peu technique, mais je vous sens très pointu sur ces choses-là, c'est que beaucoup d'emprunts ne sont pas indexés que sur les taux d'intérêt, mais sont indexés sur d'autres choses. Alors pas forcément le franc suisse et les emprunts qu'on a appelés toxiques, mais ils sont souvent indexés sur l'inflation. Et nous avons bénéficié, ces dernières années, d'une inflation faible. Et nous avons au moins autant profité de la faible inflation que de la faiblesse des taux d'intérêt. Mais tout ça peut cesser, vous avez raison, et il faudra y faire face, d'une façon ou d'une autre. Là, la Banque Centrale Européenne, en ce moment, a des pratiques qu'on appelle bienveillantes, on va dire, quantitative easing, ça facilite bien les choses.
Peut-être une dernière question avant la séance de dédicace. Je voudrais simplement que vous donniez votre sentiment sur la mise en place du prélèvement à la source. Avantages, inconvénients, sans le jour d'une soirée, mais à un moment donné, on entend toutes les choses qu'on fait. Pardon, mais vous commencez à me connaître, j'aime bien dire tout. Hein. Bon, on va prendre un tout petit peu de temps. J'ai toujours été favorable au prélèvement à la source. À titre personnel, quand j'étais député, je l'ai réclamé. J'étais le seul, ou presque. À Bercy, personne n'en voulait. Les syndicats n'en voulaient pas. Les hauts fonctionnaires n'en voulaient pas. Et donc, les ministres de Bercy n'en voulaient pas. Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve. Il y en a un qui était un peu favorable, c'est Jean-Marc Ayrault. L'Élysée, à l'époque, n'en voulait pas. Bon. Donc, ça ne s'est pas fait. Et puis un jour, on regarde la télévision, et je vois le président qui dit « Nous allons mettre en œuvre le prélèvement à la source ». Vous allez dire, tu aurais dû être content. Oui, sauf que c'est un peu tard. Et qu'on arrivait à 2 ans, quasiment un peu moins de la fin du mandat. Et donc, le président nous réunit, encore une fois, Michel Sapin, moi-même, et il dit, bah alors, il me dit, t'es content, on va faire le prélèvement à la source. Bah, il dit, écoute, je pense que tu aurais pu d'abord nous en parler, et puis peut-être... J'aurais pu le faire avant, parce que je suis d'autant plus à l'aise pour te le dire que j'ai toujours été favorable et que j'étais le seul. Et donc, bon, maintenant, ça a été dit, hein, toutes les télés en parlent, on va le faire. Premier point de contexte. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je reviens à Bercy, c'était à la fin d'une année, à la fin de l'année 2016, je crois. Oui. Enfin, vers la fin de l'année 2016, on était en pleine loi de finances. Bon, il n'était pas question de commencer. Moi, je passais jour et nuit au Parlement. Et donc, dès que la loi de finances a été votée, Noël passé, la dinde mangée, au mois de janvier, on voit à Bercy, puis on dit, on a 1 an pour faire le prélèvement à la source. Moi, je dis à mes équipes, on est en train d'attaquer l'ascension de l'Himalaya. Et là, on est en bas, il y a plusieurs camps de base. On a un travail de titan. On a réuni une centaine de fonctionnaires, des plus hauts jusqu'aux petites mains. Bercy, qui avait toujours été défavorable pour des tas de raisons, de monopole, du recouvrement, la crainte de voir l'URSSAF marcher sur leur plate-bande, etc., etc. Bercy, ils ont bien des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Et une fois que la décision est prise, ils mettent un point d'honneur à réussir la commande. La commande était passée, ils n'étaient pas follement heureux, mais ils ont dit, maintenant on nous dit qu'il faut le faire, on va le faire. Et donc on a mis au point une méthode de travail considérable. On a travaillé, enfin ils ont travaillé, moi je coupais les rubans, je faisais les discours, mais eux ils travaillaient comme des fous. Ça a duré 6 mois, je crois à peu près au mois de juin, pour avoir cette réforme. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est évidemment bien, pas vous dire le contraire. Pourquoi? On nous dit toujours, mais vous aviez qu'à obliger tout le monde à se mensualiser. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous payez, nous payons l'impôt sur les revenus de l'année précédente. Avec le prélèvement à la source, nous allons payer au fil de l'eau l'année sur les revenus de l'année en cours. Alors avec un taux qui sera celui inspiré de l'année précédente. Il faut bien avoir une base. Le taux n'est pas le même pour tout le monde. Il y en a qui payent 0, ça ne changera rien. Il y en a qui payent 12, il y en a qui payent 15. La plupart des gens ont des taux compris entre 0 et 10%. Hein. 90% des personnes. Passer de 8 à 9, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il y a une régularisation qui se fait l'année suivante avec la déclaration qui continue à exister. Alors, pourquoi c'est bien? Aujourd'hui, le cas le plus fréquent, c'est la personne qui part en retraite.
la personne qui part en retraite, généralement, elle voit ses revenus qui chutent. Elle continue à payer les impôts de l'année d'avant. Et c'est pas seulement tous les mois, c'est sur l'année. Et donc, elle se trouve confrontée souvent à des difficultés de trésorerie. Deuxième exemple, vous avez un enfant qui arrive dans le foyer, vous avez droit à une demi-part ou une part supplémentaire si c'est le troisième. Ben, pour en profiter, entre guillemets, dans le calcul de votre impôt, il faudra attendre le mois d'août-septembre de l'année suivante, puisque c'est la situation au 1er janvier qui va compter pour l'année et que vous allez payer seulement l'année d'après aux impôts qui vont tenir compte de l'arrivée de l'enfant. Tout événement, que ce soit sur vos revenus, que ce soit sur votre situation familiale, vous décidez de vous arrêter de travailler ou de prendre un temps partiel, choisi ou subi malheureusement, ou vous êtes licencié, vous avez un changement dans vos revenus, aujourd'hui, personne ne veut rien entendre. Ce sera l'année d'après que vous allez moins payer. Peut-être même l'année où vous allez de nouveau avoir vos revenus qui vont augmenter. Et donc ceci, c'est terminé. Alors je ne vous dis pas que ça ne pose pas quelques problèmes sur les crédits d'impôt, sur des situations très particulières, celui qui part à l'étranger, celui qui revient de l'étranger. Entre nous, ça existait déjà. Hein. Quelqu'un qui allait travailler en Allemagne ou au Luxembourg, il payait l'impôt à la source. S'il revenait en France, il y a une année où il ne payait rien, puisqu'il avait déjà payé les revenus d'impôt de l'année d'avant, et il ne payait pas encore les revenus, puisqu'il est payé l'année d'après. Mais quelqu'un qui partait au Luxembourg, il payait 2 fois l'impôt, de la période où il était en France et de la période où il arrivait au Luxembourg. Mais ce qui vaut pour le Luxembourg vaut pour l'Allemagne et pour presque tous les pays du monde, puisqu'il n'y avait que la Suisse et Singapour, je crois, qui ne pratiquaient pas le prélèvement à la source. Donc, oui, c'est une bonne chose, incontestablement. Alors on nous a dit, ouais, c'est compliqué, c'est une usine à gaz, les pauvres entreprises, elles vont avoir un travail de fou, elles vont connaître la situation des gens, leurs revenus, s'ils ont des maisons, s'ils touchent des loyers, le salaire du conjoint, etc. Faux. L'entreprise ne connaîtra qu'une chose, le taux d'imposition. Et si vous ne voulez pas qu'elle le connaisse, vous appuyez sur le clic, sur le site, et vous dites, moi je ne veux pas qu'elle le connaisse, appliquez-moi le taux comme si j'étais célibataire, et on réglera les comptes au moment de la déclaration d'impôt. Ce qui fait que l'entreprise ne sort. Par exemple, vous êtes smigard. Votre conjoint gagne 5 fois le SMIC. Vous ne voulez pas que votre employeur devine, parce que ça peut être autre chose, mais devine que votre conjoint a de forts revenus. Ben vous dites au fisc, faites comme si j'étais célibataire sans enfant, vous êtes smigard, vous ne payez pas d'impôt. Votre employeur, il ne prélèvera rien du tout. Ça se reportera bien sûr sur votre conjoint, ou ça se régularisera ensuite en fin d'année. Donc, vous pouvez masquer votre situation, votre employeur, si tant est que vous ne voulez pas qu'il sache que vous êtes à 7,2 ou à 3,7 ou à 8, moi je ne suis pas sûr que les employeurs en déduisent des informations très précises sur votre situation. Oui, si vous êtes smigard et que vous avez un taux de 8%, il va se dire il y a d'autres revenus dans le foyer. Bon, vous pouvez être des revenus fonciers, vous pouvez être des revenus d'actions, vous pouvez hériter d'un paquet d'actions, votre conjoint peut gagner très bien sa vie, oui, mais il ne saura pas exactement ce que c'est. De la complexité, je m'arrête. En France, il existe depuis 1 an, ou un peu plus, quelque chose qui a mis 10 ans à se construire, ça s'appelle la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Qu'est-ce que c'est? La DSN, c'est un gros tuyau informatique qui relie toutes les entreprises aux autres, enfin aux administrations ou aux caisses de sécurité sociale, de retraite, de complémentaire santé, etc., et qui permet de faire passer les informations. L'URSSAF, j'ai oublié, bien sûr. Dans ce gros tuyau, aujourd'hui, les entreprises reçoivent l'information du taux qu'elles doivent appliquer, l'appliquent sur la feuille de paie, elles le font déjà, hein, tous les experts comptables font ça, et puis renvoient là où il faut la somme
en question une fois qu'elle connaît le salaire brut et éventuellement le salaire imposable. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit dans ces tuyaux, on en prend un qui est relié à la Direction Générale des Finances Publiques. Et on fait la même chose que ce qui est fait avec l'URSSAF, avec la Caisse de retraite d'assurance vieillesse, avec la Caisse de retraite des scieurs du bois du Jura, avec la Caisse complémentaire santé des vignerons du Bordelais, etc., etc. Ça existe. C'est en route depuis 10 ans, tout gouvernement confondu. C'était un gros travail. Aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fait pas longtemps, je vous l'accorde, mais ça fonctionne. Eh bien, il y aura un petit tuyau supplémentaire. Et ça, c'est de la complexité pour les entreprises. Enfin, arrêtons de dire des bêtises. Et quand bien même l'entrepreneur n'aurait qu'un seul salarié, ou deux, et qui ne serait pas encore à la DSN pour une raison ou pour une autre, il aura à faire une multiplication et une soustraction. C'est pas le bout du monde quand même. Et son comptable, son directeur financier, ou celui qui gère ses finances, il peut quand même le faire. Avec un gain de trésorerie d'ailleurs pour les entreprises, parce que les plus petites ne seront prélevées que tous les 3 mois de l'impôt qu'elles auront collecté tous les mois. Vous allez me dire si l'entreprise fait faillite. C'est la même chose que pour les salaires. Il y a une caisse de garantie des salaires, et comme l'impôt il est prélevé sur le salaire, l'impôt il est garanti par la caisse de garantie des salaires. Voilà. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas peut-être ici ou là une petite difficulté, mais c'est un progrès considérable. J'ai été long sur le sujet, mais un travail d'1 an.